La France frappée par le terrorisme le jour de sa fête nationale, 8 mois après les attaques de Paris, un poids lourd a foncé hier dans la foule réunie sur la promenade des Anglais à Nice, bilan 84 morts et des dizaines de blessés graves. L'auteur est un jeune trentenaire d'origine tunisienne. Le gouvernement burkinabé traduit sa solidarité aux autorités et au peuple français. Les images et les réactions dans un instant. Une attaque qui rappelle de mauvais souvenirs au Burkinabé il y a 6 mois jour pour jour. Le 15 janvier, la cible, c'était le Cappuccino et l'hôtel Splendide. Devoir de mémoire aujourd'hui, ceux qui travaillaient sur les lieux se sont retrouvés pour rendre hommage aux victimes. Reportage à suivre. La reconnaissance de la carte consulaire du Burkina qui pose problème en Côte d'Ivoire en cause des insuffisances sur son caractère biométrique. Le ministre Alpha Bari a rencontré les autorités ivoiriennes et l'opérateur pour régler la question. Explication dans ce journal. Sur le chantier de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou, les travaux avancent normalement. 7 mois après le lancement du projet, le taux de réalisation est estimé à 13%. Léger ralentissement tout de même avec l'installation de la saison des pluies, mais pas de quoi s'inquiéter selon l'entreprise. Les délais seront tenus. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'horreur et la consternation ce 14 juillet en France, jour de fête nationale. Une attaque s'est produite à Nice sur la promenade des Anglais, la célèbre avenue sur la Côte d'Azur, alors que des milliers de personnes s'étaient réunies pour le feu d'artifice du 14 juillet. Un camion bélier a foncé dans la foule, écrasant des dizaines de personnes sur près de 2 km. Le bilan est lourd, 84 morts et des dizaines de blessés graves. L'auteur de cet attentat est un jeune trentenaire d'origine tunisienne. En cette soirée du 14 juillet, ils étaient sortis, boire un verre, danser ou regarder le feu d'artifice et ils ont vu l'horreur dans les rues de Nice. Abasourdis, ils témoignent. Qu'est-ce qui s'est passé? Un camion est arrivé, il a foncé sur tout le monde. Sur tout le monde. Pas de sécurité. Les pompiers, ils ont mis 25 minutes, une heure à arriver. Mais c'est un camion qui a foncé. Qui a foncé dans la rue. On a fait ça. Un camion. Ici, ça a tiré aussi. Après, ils ont tiré tout. Ils ont tiré. Il est 23 heures passées, le feu d'artifice vient de s'achever. Un camion surgit sur la promenade des Anglais. Mouvement de foule, écrasé par tout le monde qui courait, la panique, on se retourne devant, derrière, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde qui crie, qui pleure. Autre témoin de la scène, l'ancien maire de Nice, Christian Estrosi. Un camion avec un conducteur qui de toute évidence a conduit une action totalement structurée et préméditée et donc qui nous permet peut-être d'en tirer quelques conséquences. Il semblerait qu'il ait fait usage d'une arme par la fenêtre. C'est dans ces circonstances-là qu'il a été abattu. La solidarité avec le peuple français s'exprime un peu partout dans le monde. Lors du sommet de l'ASEM, le dialogue Asie-Europe, qui se tient en ce moment en Mongolie, 1 minute de silence a été observée. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a exprimé ses condoléances. Aujourd'hui, nous tous, Europe et Asie, nous nous tenons aux côtés du peuple français et de son gouvernement. Nous condamnons cette tragédie et nous continuons notre combat contre la violence extrême et contre la haine. La chancelière allemande Angela Merkel a également réagi. L'Allemagne se tient aux côtés de la France et de beaucoup d'autres dans leur combat contre le terrorisme et je suis tout à fait convaincu qu'en dépit des difficultés, nous l'emporterons. Le président américain Barack Obama a fait part de sa tristesse sur son compte Twitter. Il a assuré que son pays offrait à la France toute l'aide dont Paris pourrait avoir besoin pour mener l'enquête. Consternation aussi en Australie. Le gouvernement australien est profondément choqué par cette dernière attaque terrifiante et nous condamnons ce qui apparaît être une attaque terroriste qui s'est produite le jour de la fête nationale à Nice, a déclaré la ministre des Affaires étrangères. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a également condamné un attentat qu'il a qualifié de barbare et lâche. Il a souligné la nécessité de traduire les possibles complices de l'attaque devant la justice. Le gouvernement burkinabé exprime également sa profonde consternation. Le Premier ministre était ce soir à l'ambassade de France pour manifester la solidarité du Burkina avec les autorités et le peuple français. Jean Zongo et Zalissa Sanfo. Lourde atmosphère ici à l'ambassade de la France. Très peu de mots échangés entre le Premier ministre burkinabé et l'ambassadeur français.
Il en est ainsi, dit-on, des grandes douleurs. La France est meurtrie, le Burkina Faso compatit, et Paul Kabatieba est venu le traduire. Il était de mon devoir, en tant que chef de gouvernement, en ces circonstances douloureuses, de venir exprimer donc la compassion et la solidarité donc, du gouvernement burkinabé et de tous les peuples burkinabés vis-à-vis de la France, qui est un pays ami. Ici, Paul Kabatieba a consigné ce qu'il n'a pas pu exprimer en mots. Et l'on retient solidarité, compassion et condoléances, mais aussi et surtout une invite à se relever et à unir les forces pour vaincre. Nous devons donc unir nos forces, nous devons unir nos moyens pour essayer donc de faire en sorte que ce phénomène soit éradiqué et que la paix revienne, la sérénité revienne dans tous les pays. Hier, le Burkina Faso partageait avec la représentation française la joie de la liberté retrouvée un jour de 14 juillet. Aujourd'hui, la France pleure et le Burkina Faso s'incline. Pour Gilles Thibault, il n'y a pas meilleure expression d'amitié. Il y a exactement 6 mois, c'est Ouagadougou qui était frappé par les terroristes. Leur cible, le Cappuccino et l'hôtel Splendide sur l'avenue Kwame Nkrumah. 6 mois après, les travailleurs qui étaient sur les lieux se souviennent. Ils sont propriétaires de magasins, serveurs, parkeurs ou vendeurs de cartes. Tous se sont retrouvés aujourd'hui sur leur ancien lieu de travail pour rendre hommage aux victimes. Urbain Benito Sommet et Mounira Kéré. De blanc vêtus, ils témoignent leur solidarité envers les familles des victimes de l'attaque de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino. Propriétaires de magasins, parkeurs, serveurs, ils travaillent sur l'avenue Kwame Nkrumah. 6 mois après l'attaque terroriste, ils rendent hommage à la mémoire des victimes. Ça fait 6 mois jour pour jour qu'on a été agressé par ces djihadistes, qui a été une attaque terrible, où on a eu des pertes humaines et des emplois aussi. C'est par rapport à ça qu'on s'est réunis ce matin pour déposer une gerbe devant Cappuccino, à la mémoire des victimes. Depuis l'attaque, beaucoup d'entre eux sont au chômage. Ceux qui ont encore des emplois sur l'avenue peinent à joindre les deux bouts. Leur souhait, c'est de voir l'avenue Kwame Nkrumah retrouver son lustre d'antan. Le quotidien est désastreux dans la mesure où il y a un régime financier qui est carrément bloqué, c'est-à-dire de janvier à aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose. Ça fait que tout est déséquilibré. Qu'ils refassent vivre cette route-là parce qu'elle est quand même morte. Le soir, à partir de 18h, il n'y a personne. Les gens ont encore peur de venir ici. Et ça fait que tous ces gens que vous voyez ont du mal à survivre aussi parce que sans emploi à Ouaga, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. L'attaque terroriste de l'hôtel Splendide et du café Cappuccino est intervenue le 15 janvier dernier. Elle a causé la mort d'une trentaine de personnes. Tout autre chose pour poursuivre les résultats des 84 établissements publics de l'État passés au crible. La 17e Assemblée générale des EPE s'est achevée aujourd'hui. Dans l'ensemble, on note une amélioration, mais la qualité des services offerts aux usagers et la gestion des finances restent encore largement perfectibles. Issaka Ouedraogo et Yolande Lompo. L'enjeu de ces assemblées générales est de se rassurer que les EPE remplissent leur mission et que les fonds publics mis à leur disposition sont bien gérés. En dépit des rapports d'explication présentés par quelques EPE, les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015, tels que présentés par les conseils d'administration des 84 EPE, ont été jugés satisfaisants par Paul Kabatieba. Le secrétariat a félicité les présidents du conseil d'administration et a invité les institutions publiques de l'État à poursuivre leurs efforts sur 5 points. C'est l'application effective du régime financier et de la nomenclature budgétaire. Deuxième point, c'est l'application effective des instructions relatives à la nomenclature budgétaire, à la nomenclature donc, des pièces justificatives et au plan comptable des institutions publiques de l'État. Le troisième point, c'est le renforcement des capacités des acteurs des institutions publiques de l'État. Et le quatrième point,
c'est l'application effective de la loi 010-2013 AN 30 avril 2013. Et le dernier point, c'est la mise en œuvre des décrets d'application de la loi précitée. La tenue de la comptabilité des matières devra être une effectivité dans tous ces établissements. En plus, ils devront travailler à instaurer une confiance entre gestionnaires des biens publics et contribuables afin d'optimiser la portée de l'action gouvernementale. La vocation des établissements publics de l'État n'est pas de faire du profit. La vocation des établissements publics de l'État, ce n'est pas de distribuer des dividendes à l'État. Leur vocation, c'est d'abord rendre un service public au nom de l'intérêt général. Ça, c'est important. Maintenant, ce n'est pas ce que nous négligeons les critères financiers. Rendez-vous est pris pour la 18e Assemblée générale des EPE qui se tiendra du 13 au 14 juillet 2017 à Ouagadougou. La question de la carte consulaire, objet de discussion entre le ministre des Affaires étrangères et les autorités ivoiriennes. Pour l'heure, se posent des problèmes de reconnaissance de cette carte à cause d'insuffisances sur son caractère biométrique. Alpha Bari en a discuté avec le ministre ivoirien de l'Intérieur avant d'inviter l'opérateur chargé de la production de la carte à revoir sa copie. Nongbakuda, Sibidi Issa Lankwande. Une séance de travail pour aplanir les difficultés liées à la carte consulaire des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Alpha Bari discute ici avec le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, des mesures à adopter pour une carte plus fiable et adaptée aux exigences ivoiriennes. Les défis sécuritaires imposent de nouvelles normes. La carte doit être totalement biométrique. Il y a eu une décision récente qui avait été prise sur le fait que désormais on ne devrait accepter que les cartes consulaires biométriques. Bon, il y avait eu des incompréhensions liées autour de cette décision et le ministre d'État était vite intervenu. Il a intervenu en tout cas avec diligence et tout est rentré dans l'ordre. Plus de 700 000 cartes ont déjà été produites par l'opérateur SNEDAI sur une prévision de plus de 3 millions. Les autorités burkinabées souhaitent indexer la base de données de l'opérateur sur le fichier électoral pour faciliter le vote de tous les Burkinabés en 2020. Parmi ces points, il y a eu quelques cartes défectueuses et il y avait donc une nécessité de proximité. Mais nous sommes des opérateurs. Nous obéissons donc aux objectifs et aux orientations qui nous seront données par les autorités burkinabées. Le ministre Alpha Bari a invité l'opérateur SNEDAI à travailler à améliorer la qualité des cartes. Il lui est également demandé un plus grand maillage du territoire afin de prendre en compte tous les Burkinabés qui résident en terre ivoirienne. Sur le chantier de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou, les travaux avancent normalement. 7 mois après le lancement du projet, le taux de réalisation est estimé à 13%. Léger ralentissement tout de même avec l'installation de la saison des pluies, mais pas de quoi s'inquiéter selon l'entreprise. Les délais seront tenus. Roger Kam et Maïmouna Traoré. L'échangeur du Nord en plein chantier. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. Et 7 mois après le démarrage du projet, les travaux d'installation du chantier sont achevés. Quelques ouvrages sont déjà réalisés, essentiellement les ouvrages hydrauliques, à l'image de ce canal reliant les barrages numéro 1 et numéro 2. 4 ouvrages d'art sont en construction. Le taux de réalisation est estimé à 13%. Si vous voyez les premières tâches qui commencent, ce sont les tâches d'étaiement pour qu'on puisse réaliser le tablier, la partie supérieure des ouvrages que vous voyez, pour qu'on puisse commencer à finir cet ouvrage et y mettre les équipements de protection et à le mettre en service. Le but de ces ouvrages est de remettre le canal traversant en fonctionnement avant l'hivernage de l'année 2017 pour que le barrage puisse être opérationnel à l'hivernage de l'année 2017. La construction de ces infrastructures permettra de décongestionner la circulation à la sortie nord de la ville de Ouagadougou et de mieux structurer le réseau de voiries urbaines. Lorsqu'on aura fini, on va venir enlever ces digues ici. L'eau va monter, se déverser au-dessus du seuil que vous voyez ici pour venir traverser tout l'échangeur et ressortir dans le barrage numéro 2. Donc sur un seul et même ouvrage, vous avez 2 voies à 2 niveaux différents puisqu'elles vont desservir 2 axes différents. Les aménagements de l'échangeur du Nord comprennent un carrefour central à 4 nœuds, un carrefour à l'intersection avec la route nationale numéro 22, 2 passages supérieurs sur la voie ferrée Ouagakaya et 22 km de voirie sur une superficie totale de 58 hectares.
Pour une justice plus performante au Burkina Faso, la réforme est en marche. L'avant-projet de loi est déjà élaboré. L'heure est à sa validation par l'ensemble des acteurs. Explication Issa Kafando, Abdoul Rasmane Zongo. L'organisation judiciaire, c'est la réflexion centrale de cette rencontre entre consultants et sommités de la grande famille de la justice. Ils jetteront un regard critique avant de valider un avant-projet de loi portant sur les réformes de la justice. L'organisation judiciaire que nous sommes en train de revoir aujourd'hui est comme la charpente de l'appareil judiciaire pour mettre en cohérence l'ensemble des textes pour que l'appareil judiciaire retrouve toute sa performance et s'adapte aussi aux réalités nouvelles de notre pays. La validation du document contribuera à expurger l'appareil judiciaire de certaines insuffisances en vue d'une justice plus accessible, transparente et efficace. À peine installé, le conseil municipal de Fadangourma vole en éclats. 51 conseillers issus des partis de l'opposition, mais aussi de la majorité, viennent de claquer la porte. Ils dénoncent l'attitude du MPP qui aurait fait main basse sur tous les postes du bureau communal. Les démissionnaires appellent le gouvernement à dissoudre purement et simplement le conseil municipal. Nestor Youkbaré et Mamadou Ba. Ils sont au total 51 élus locaux, dont 45 de l'opposition et 6 de la mouvance présidentielle, qui ont décidé de démissionner du conseil municipal de Fadangourma. La décision, selon les conférenciers, a été prise au lendemain de la mise en place du bureau communal, avec 49 voix pour la majorité présidentielle contre 47 pour l'opposition. Malgré la bonne volonté de l'opposition politique à accompagner l'exécutif de la commune pour un développement harmonial, nos adversaires ont surtout gardé leur ligne, qui est de concentrer les pouvoirs à leur sein, qui est aussi de prendre tous les postes de maire, d'adjoint au maire et de commission à leur sein. Les démissionnaires disent avoir choisi la voie de la légalité pour poser leur acte. C'est sous la houlette d'un cabinet d'huissier de justice que les travaux se sont déroulés. Ce qui veut dire que les conseillers, de manière libre et volontaire, ont choisi humblement de se retirer pour ne pas cautionner une équipe dont le caractère désastreux du bilan est connu d'avance au regard de la qualité des hommes chargés d'animer ces postes. J'ai démissionné librement à ma guise, personne ne m'a forcé. En tout état de cause, ces conseillers municipaux et leurs suppléants invoquent l'article 240 du Code électoral et texte d'application pour demander le renouvellement intégral du conseil municipal. Plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources fiscales. Pour le moment, on explore les voies et moyens. Un colloque international sur le sujet est en vue à Ouagadougou. Présentation des enjeux, Yacouba Gamene et Monkoun Dabiré. Dans ces documents sont contenus la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique nationale de développement durable et son plan d'action. Une stratégie élaborée grâce à l'assistance technique de la FAO, dont le but est d'assurer le développement durable dans tous les secteurs socio-économiques du Burkina Faso. La question de dégradation de l'environnement contribue beaucoup à la vulnérabilité des populations. En ce moment, la FAO dans son mandat est de promouvoir la fin zéro. Ces hommes et femmes venus des régions du centre-est, de l'est et du centre-sud vont se l'approprier en vue de sa large diffusion. Sur le terrain, on va s'attendre à des réalisations prenant en compte des dimensions du développement durable, puisque cet outil vient accompagner l'adoption des objectifs de développement durable par les Nations Unies en septembre 2015. Et ces objectifs de développement durable-là constituent la nouvelle feuille de route pour le développement au niveau mondial pour les 15 prochaines années, 2015-2030. C'est un projet vraiment d'assistance technique et d'appui à la requête du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte du changement climatique. Dans le mois d'août, il est prévu 2 autres ateliers dans les régions du centre-nord et des hauts-bassins en vue de mettre l'ensemble des 13 régions au même niveau d'information.
Voilà, on est allé un peu vite en besogne. La FAO qui soutient la politique nationale de développement durable. L'ambition, c'est de briser la spirale de la dégradation de l'environnement. Comme vous l'avez vu, les acteurs concernés se sont retrouvés pour des échanges autour de la mise en œuvre et de la portée de cette politique. C'était un reportage signé Roger Cam et Yolande Lompo. Je vous le disais, plus d'efficacité dans la mobilisation des ressources fiscales. Pour le moment, on explore les voies et moyens. Un colloque international sur le sujet est en vue à Ouagadougou. Présentation des enjeux et j'espère que cette fois c'est la bonne. Yacouba Gamene, Monkoun Dabiré. Avec un taux de 15%, la performance du système fiscal burkinabé est relativement faible par rapport à la norme sous-régionale qui est de 20% selon les spécialistes. Le pays doit cependant faire face aux attentes économiques et sociales des populations en perpétuelle croissance. Le contexte requiert une réorientation des débats sur la problématique de mobilisation des ressources financières, d'où la tenue d'un colloque pour réfléchir sur la question. Sans prétendre à l'exhaustivité, les travaux concerneront les principales branches de la fiscalité qui sont l'étendue de l'assiette fiscale, les relations entre le fisc et le contribuable, l'efficacité de notre système fiscal, la lutte contre la délinquance fiscale ainsi que la politique de gestion du portefeuille fiscal. Pour les organisateurs, la rencontre de Ouagadougou permettra de définir les axes essentiels de la politique fiscale et douanière, mais surtout attirer l'attention des dirigeants et les contribuables sur la nécessité d'approfondir les mesures urgentes afin d'accroître les niveaux des recettes fiscales. Le colloque réunira des praticiens et des chercheurs venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Les résultats de ces travaux seront remis au président du Faso. L'optimisation de la mobilisation des ressources fiscales, c'est sous ce thème que se tiendra ce colloque international qui aura lieu du 21 au 23 juillet prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. Sur les traces des actions de l'ONG Save Children dans le centre nord, le taux de prévalence de la malnutrition dans cette région dépasse 11%. L'ONG intervient dans la prise en charge de ces enfants, mais pas seulement. Elle soutient également les ménages vulnérables. C'est le cas notamment dans le village de Zinko. Césaire Carrefour, Olopoda. Des journalistes sur les traces du projet EcoFeed Mfa dans la région du centre-nord. Un projet d'appui de l'ONG Save Children aux populations structurellement pauvres dans le but de prévenir et de réduire la malnutrition aiguë sévère. À Zinko, dans la commune rurale de Mané, ces jours de suivi de la croissance des enfants malnutris. La prise en charge de ces enfants se fait avec la base d'un aliment. Et c'est cet aliment qui est en même temps leur médicament. Avant que Save ne s'y mette, il y avait très souvent des ruptures. Et avec leur présence, quand souvent les ruptures veulent se faire sentir, eux, ils nous aident dans l'approvisionnement. Save Children travaille ici dans la prise en charge des enfants malnutris. D'autres actions au profit des ménages se résument à la distribution du lafisome ou la farine enrichie et du cash. Plus de 1500 ménages ont reçu chacun la somme de 25 000 francs CFA par mois durant 4 mois en période de soudure. Et 500 d'entre eux ont vu leurs revenus améliorés à travers l'élevage avicole. Nous voyons que les admissions, on a atteint plus de 80% des enfants malnutris. Ça, c'est un motif de satisfaction. Les indicateurs de performance sont au beau fixe, excepté le taux de décès quand même qui est un peu élevé, que nous avons travaillé à améliorer cette année. En 8 ans d'intervention dans la région du Centre-Nord, Save Children a contribué à la lutte contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire et la résilience des personnes vulnérables. Malgré tout, il faut, selon l'ONG, renforcer les capacités de résilience et intégrer des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë dans le système de santé. À présent, cette campagne d'opération de la cataracte, elle vient tout juste d'être lancée. 10 jours pour redonner la vue et surtout le goût de la vie à 200 personnes. Paul David Bambara, Maïmouna Traoré. Aruna Ouedraogo souffre de la cataracte depuis 3 ans.
Mais sa situation financière ne lui permet pas d'honorer les frais chirurgicaux. Aujourd'hui, grâce au mouvement sunnite et au peuple saoudien, il est en consultation chez les spécialistes. Aujourd'hui, vraiment, c'est une occasion pour vraiment que je ne peux même pas. Je suis trop content parce que c'est à cause de ça que je veux gagner pour qu'on me soigne. Il y avait des problèmes, je suis allé, il faut que je paye 100 000 francs. Je n'ai même pas 100 000 francs pour faire l'opération de mes yeux. Au total, 200 personnes bénéficieront de cette campagne de chirurgie de la cataracte. L'opération est financée par de bonnes volontés saoudiennes à hauteur de 10 millions de francs CFA. Le cataracte aussi, c'est un problème majeur qui touche les vieilles personnes au Burkina ici. Selon les statistiques qu'ils ont entendues. Donc c'est à cause de ça aussi, et ils ont choisi cette opération pour aussi aider la population encore. Les opérations chirurgicales sont effectuées par la clinique Yocré jusqu'au 24 juillet prochain. Autre cause de cécité, l'onchocercose, et si la lutte contre cette maladie invalidante lancée il y a plus de 40 ans est un succès, c'est grâce à l'engagement d'hommes et de femmes déterminés. Au moment où le programme Onco referme ses portes au Burkina, leur mérite a été reconnu hier au cours d'une soirée gala. Jean Zongo, Abdelaziz Yagibo. Quand ils étaient toujours actifs, ces hommes se sont illustrés par leur engagement et leur détermination à vaincre l'onchocercose ou la cécité des rivières. Ils ont consacré une bonne partie de leur carrière à ce combat. Des efforts aujourd'hui reconnus et salués par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé qui dédie cette soirée à la victoire sur la maladie après une quinzaine d'années de lutte. Quand nous tournions dans les villages, nous arrivions dans certains villages, mais c'était la vraie désolation. On ne trouvait dans le village que les vieilles personnes, parce que les jeunes avaient fui le village. Vu ce que nous avons fait, si je suis encore en vie aujourd'hui pour pouvoir recevoir ce mérite-là, c'est grâce à Dieu. Durant pratiquement les près de 30 ans que j'ai travaillé dans le domaine de l'onchocercose-là, et ma femme est restée seule à la maison, s'occuper des enfants, vraiment je lui suis extrêmement reconnaissant. Donc je lui dédie cette distinction-là, ainsi qu'à mes enfants. Narcisse Yameogo fait partie d'une centaine de personnes de différents pays d'Afrique qui ont donné de leur temps pour l'atteinte des résultats qui sont célébrés ce soir. J'étais avec la APO pour plus que 17 années. Et je n'ai pas pensé que ça va venir. J'étais agréablement surprise quand j'ai eu ça ce soir. Et comme pour refermer les portes du programme africain de lutte contre l'onchocercose en apothéose, les acteurs concernés ont rythmé la soirée de pas de danse. Question d'exprimer leur fierté quant au succès réalisé. Voilà, les parutions du jour reviennent sur le point de presse du gouvernement et sur le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce week-end à Kigali, au Rwanda. La revue de presse nous est proposée par Touboum Evelyne Dabiré. On ne peut plus gérer anarchiquement les centres urbains. C'est l'une des informations données lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. Dans les colonnes de Sidoya, le ministre en charge de l'habitat affirme que les lotissements réalisés à ce jour n'ont pas permis d'atteindre une satisfaction reconnue des citoyens. Comme a pu relever par le ministre dans le journal Le Pays, certains lotissements qui avaient pour objectif d'offrir un toit à chaque ménage n'ont pas produit les résultats escomptés. Ces parcelles font plutôt l'objet de spéculations foncières. Résultat, à Ouagadougou, rapporte Notre Temps, 380 000 parcelles ont été produites en 2010 et plus de 196 000 n'étaient pas encore mises en valeur. Pour mettre fin à ces pratiques, des mesures seront prises par le gouvernement pour une meilleure occupation de l'espace urbain, écrit Le Pays. En actualité internationale, les quotidiens se sont penchés sur la rencontre du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est réunie le 13 juillet. Au cours de cette rencontre, informe Sidoya, les ministres des Affaires étrangères de l'Union devaient se prononcer sur les modalités d'un retrait collectif des pays africains membres de la Cour pénale internationale. Mais les discussions ont tourné court, poursuit ce quotidien. Raison évoquée dans le journal Le Quotidien, il y a eu une grosse opposition.
Une majorité des 34 pays signataires du statut de Rome estime qu'il ne revient pas à l'Union africaine de décider d'un éventuel retrait collectif de la CPI, explique Sidoya. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite, à 21h, votre magazine des sports avec Jérôme Tchendribego. Passez un bon début de week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.